bon, Pépère? Allez! L'équipe sur le peloton! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e podcast de l'année 2019. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, on a 3 invités de très très grande qualité, en la personne de Cyril d'abord. Salut Cyril. Bonjour à tous. Ensuite nous avons également Raphaël. Bonjour. Et Bertrand. Salut Bertrand. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors au programme, on a un programme assez chargé avec principalement les courses ardennaises, le triptyque ardennais avec 3 victoires et 3 vainqueurs très différents. D'abord l'Amstel Gold Race qui a eu une course très haletante pour se solder par une victoire de Van Der Poel. Ensuite on a notre course de côte annuelle avec la Flèche Wallonne, gagnée pour la 2e année de suite par Alaphilippe. Et enfin la dernière course qui était la doyenne sur un nouveau parcours qui a été remporté assez facilement on va dire par Fuglsang. Donc voilà, ça va être le morceau principal de cette journée. Et on va parler directement de ce triptyque pour commencer par justement la victoire de Van Der Poel qui a été très impressionnant, surtout dans sa façon de revenir sur les faux plats. Et donc ça nous pose un peu aussi la question de est-ce qu'il faut qu'il se focalise entièrement sur d'abord les Flandriennes dans un premier temps ou faut-il qu'il aille sur les Ardennaises et qu'il continue à essayer de viser les 2 autres classiques ardennaises qui lui paraissent un peu moins faites pour lui. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je pense que les Flandriennes c'est mieux, parce qu'il a déjà montré cette année avec ses résultats notamment sur le Grand Prix de Denain, enfin il gagne le Grand Prix de Denain, il gagne à travers la Flandre, il gagne la Flèche Brabançonne qui est quand même, il y a des monts pavés, ça se rapproche plus de la Flandrienne que de l'Ardennaise je trouve, la Flèche Brabançonne. D'ailleurs c'est organisé par Flanders Classic. Et puis 4ème du Tour des Flandres avec les conditions qu'on connaît, sa crevaison et sa remontée assez incroyable. Non, sa chute, pardon. Et donc, pour moi, faut qu'il continue vraiment dans la voie des Flandriennes. Les Ardennaises, l'Amstel lui convient assez bien parce que les bosses sont relativement courtes et il a déjà gagné. Au final, je pense pas qu'il faut que son succès dans l'Amstel le pousse à essayer d'aller gagner la Flèche et Liège qui sont clairement moins faites pour ses qualités avec des bosses beaucoup plus longues. Non, franchement, moi, je pense qu'il faut qu'il continue vraiment sur les Flandriennes parce qu'il peut toutes les gagner. Donc tu disais que il faut d'abord qu'il se concentre sur les Flandriennes, histoire de toutes les gagner et d'être le maître absolu, après, pour ensuite se concentrer sur les Ardennaises et essayer de les gagner, parce que ça lui paraît plus compliqué. Toi, Bertrand, t'en penses quoi du coup? Bah écoute, que je partage intégralement ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en plus il fait une saison de cyclocross, donc les Flandriennes c'est la suite logique et c'est un petit peu le point final de sa saison sur route, dans la continuité du cyclocross. On sait qu'il veut maintenir ce rythme-là jusqu'au prochain JO, donc puis déjà qu'il les gagne, quoi. À la vitesse à laquelle il va, tu me diras, il pourrait peut-être les gagner rapidement d'ici 1 ou 2 ans, mais qu'il gagne déjà les principaux monuments Paris-Roubaix et le Ronde, et peut-être plus tard il sera temps de penser aux Ardennaises, mais là c'est vrai que pour l'instant, quel intérêt a-t-il dans l'immédiat de changer de programme? J'en vois pas. Mais du coup, tu penses pas que là, il a quand même été très fort sur l'Amstel, malgré le fait d'avoir attaqué un peu à 40 km d'une façon qu'on peut critiquer. Tu penses pas que ça peut lui donner envie, pas forcément sur la Flèche, mais au moins sur Liège, de tenter le coup? Genre, pas forcément de axer son programme dessus, mais juste de tenter le coup, non? Après, c'est à lui de voir en fonction de sa saison, mais c'est vrai que ça lui rallonge sa saison encore plus. Elle est déjà assez longue vu qu'elle commence dès le début de l'automne. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il gère ça plutôt bien pour l'instant. Puis il faut voir aussi si l'équipe est invitée. Bon, cette année, ça se posait pas. Je pense que l'année prochaine, vu le personnage, son équipe risque d'être invitée un peu partout. Mais non, je pense que d'abord, il faut vraiment qu'il se spécialise dans un premier temps sur les Flandriennes. Il les a toutes dans les jambes, qu'il les gagne, et après, en effet, il pourra essayer d'être plus polyvalent. Il l'est déjà énormément, hein, d'ailleurs, celui en passant. Ok. Et du coup, toi, Cyril, t'es d'accord avec les 2 autres pour dire qu'il faut d'abord qu'il se concentre sur les Flandriennes? Oui, globalement, oui. Et après aussi, il y a le fait que, au bout d'un moment, je pense qu'il va passer à 100% sur la route. J'ai cru comprendre que c'était à partir de après les Jeux de 2020. Ouais, c'est ça. Après, il est sous contrat jusqu'en 2023, je crois, ou 2022 avec la Corendon.
Donc pour l'instant, c'est que pour continuer dans cette équipe, quoi. C'est sûr qu'il faut en premier chercher à gagner où ses qualités de base sont les plus adaptées, donc c'est-à-dire sur les pavés, sur les courses, éventuellement sur peut-être les Strade Bianchi, même si c'est un peu plus difficile. Et ensuite, penser en second temps à éventuellement Liège-Bastogne-Liège, mais la Flèche Wallonne, je pense que ça sera difficile parce qu'il est quand même assez lourd comparé aux adversaires. C'est un gros morceau, c'est une sorte de Peter Sagan niveau physique, et Peter Sagan, je le verrai jamais gagner la Flèche Wallonne, même en étant fort. Et voilà, c'est ce que je pense, plutôt sprinter, puncher, mais pas sur des murs aussi longs que le mur de 8. Ok, donc un profil plutôt à la Sagan. Bon, sinon, quand Ouais. même, sur cet Amstel, on a eu une course qui était quand même assez ahurissante, enfin très très intéressante à suivre. Petite question, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a déjà vu la course la plus intéressante de l'année? Bertrand, tu penses quoi? Alors, ça va être difficile de faire mieux en termes de suspense. Après, j'ai envie de dire, on s'est tous enflammés et on a eu raison de s'enflammer parce que la course était superbe. Maintenant, elle a été superbe. Pourquoi? Parce qu'on en a eu deux devant qui, alors oreillette ou pas oreillette, mauvais écart ou pas mauvais écart, mais qui ont fait un peu n'importe quoi. Ce qui fait que ça a permis au groupe derrière de revenir. Si le groupe derrière n'était pas revenu, est-ce qu'on parlerait de la meilleure course de l'année? Non. Très objectivement, non. Donc c'est le scénario qui fait qu'on se dit que la course est exceptionnelle, mais il y a eu des circonstances qui ont aidé à ce qu'elle le soit. Donc toujours pareil, tu peux toujours trouver des étapes un peu folles, des étapes avec des bordures, mais c'est sûr que dans la saison, là, ça va être compliqué de faire mieux. Voilà, mais c'est faisable à mon sens. Raphaël, tu penses pareil que ça va normalement être la plus belle, même si la saison est loin d'être finie? Moi, en fait, le truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui va vraiment penser au fait d'avoir eu un final haletant. Ça me fait vibrer, mais pas autant qu'une course intense de bout en bout. Par exemple, moi, sur les classiques que j'ai regardés, j'ai préféré Paris-Roubaix que l'Amstel. Même si Paris-Roubaix, bon, voilà, à 10 km de l'arrivée, on se doutait que Gilbert allait gagner. Bon, le final de l'Amstel était haletant, c'est sûr, et ça a été incroyable. Personne s'attendait à ce que ça se finisse comme ça. Mais de là à dire que c'est la course de l'année, pour moi, non. Moi, je préfère voir des mecs qui bagarrent tout le temps que voir un final génial. Je suis globalement d'accord avec Raphaël, c'est-à-dire que c'est vraiment le final qui est extraordinaire, c'est incroyable ce qui s'est passé. Euh, je l'ai vu en différé, en rentrant chez moi, j'avais réussi à pas me faire spoiler, mais enfin, j'y croyais pas. En voyant ça, j'étais waouh, c'est impressionnant. Et parce qu'en fait, la performance physique de Van Der Poel est monstrueuse. Il fait les derniers kilomètres à une vitesse incroyable. Il fait pas tout le boulot. Il y a des gens qui ont dit qu'il faisait tout le boulot. Au final, on a bien vu qu'il a quand même été relayé. Mais sur le dernier kilomètre, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Oui, c'est sûr qu'il fait. Enfin, il est pas tout seul. C'est sûr que à chaque fois qu'il y avait des monts, on voyait qu'il était un peu plus en difficulté, Van Der Poel. Et justement, il se faisait relayer dans ces moments-là. Mais dès qu'il y avait des faux plats montants ou descendants, il envoyait les watts. Et bah, comme tu as dit, le dernier kilomètre, je crois qu'il le fait à 64 km/h. Enfin, c'est assez hallucinant. Et bah, moi, pour donner mon avis, quand même, je dirais que enfin, c'est quand même une course qui était hallucinante. Et de lancer d'assez loin, quand même. Parce que la première attaque de Van Der Poel était à 43 km. Donc ça nous fait 40 bornes à peu près. Enfin où il s'est passé des choses et on a eu des trucs intéressants. Donc franchement, je pense pas, je suis plutôt comme Bertrand, je pense pas qu'il y aura de courses beaucoup plus intéressantes, enfin plus haletantes en tout cas que celle-là. Mais j'attends, j'aimerais bien que ça me fasse mentir et qu'il y ait une super course qui arrive, mais voilà. Du coup, cette fois, on va passer à la Flèche Wallonne avec la victoire d'Alaphilippe, comme je vous avais dit, qui gagne pour la deuxième fois de suite. Et du coup, première question simple. Bertrand, que penses-tu de la victoire du Français? Aussi impressionnant que l'année dernière ou peut-être un petit peu moins? Bah, sans doute moins impressionnant. D'ailleurs, je pense on en a vu les tenants et aboutissants tout à l'heure à Liège. Il semble moins frais que l'année précédente. Je l'ai trouvé avec moins de punch, mais néanmoins, enfin, je veux dire, il est quand même parti pour être l'empereur de Huy pendant quelques années. Clairement, c'est la fin de Valverde. En tout cas, abeille, pas abeille, on a quand même l'impression que Valverde est sur le déclin. Maintenant, Alaphilippe m'a pas fait une énorme impression, ne serait-ce que parce qu'il avait un Fuglsang qui, lui, m'a fait une grosse impression.
et ça s'est confirmé aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas trouvé l'Alaphilippe dominateur. Je pensais qu'il mettrait 10 mètres à tout le monde, et au final, il s'est livré un duel avec Fuglsang, encore un. Donc, mais cela étant, c'était le scénario qu'on attendait plus ou moins, donc il n'y a pas eu de surprise, et je pense que désormais, quand Alaphilippe gagnera la Flèche Wallonne, il y aura plus de surprise, et finalement, ce sera plus un exploit. C'est plutôt même l'inverse. Ce sera une déception de ne pas le voir gagner la Flèche. Enfin, j'aurais tendance à dire que la performance de Fuglsang ne doit pas minimiser celle d'Alaphilippe en fait. Parce que les écarts, à part l'écart avec Fuglsang, l'écart est quand même aussi important que les autres années. Enfin, c'est aux alentours de 6-8 secondes entre le troisième et le quatrième, ce qui reste quand même assez impressionnant sur une montée de... Enfin, les écarts, ils se font sur les 400 derniers mètres, donc je trouve que malgré tout, la performance d'Alaphilippe est presque aussi, impressionnante que l'année dernière. Après, il a eu plus de rivalité ouais, en la présence de Fuglsang. Toi, Raphaël, t'en penses quoi du coup? Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que l'année dernière, il n'y avait pas le Fuglsang aérien de cette année. Que cette année, voilà, il y a Alaphilippe et Fuglsang qui terminent dans le même temps, mais derrière le troisième est à 6 secondes, le quatrième à 8 secondes. L'année dernière, au final, le troisième et le quatrième sont à 6 secondes. Et Valverde deuxième à 4 secondes. Donc moi, je dis que sa victoire, elle est à peu près aussi impressionnante que l'an dernier. C'est juste que cette année, c'était plus attendu. L'année dernière, on attendait Valverde. Ah, là, il semble bien, comme l'a dit Bertrand, que Alaphilippe est passé au-dessus, que c'est devenu le nouvel empereur de lui. Bon, concernant le déclin de Valverde, on va peut-être rester prudent, même si voilà, c'est sûr que là, on a cette impression qu'il se dégage de la campagne ardennaise. Il ne faut pas oublier qu'il fait top 10 sur Milan-San Remo et le Tour des Flandres quand même. Donc il faudra attendre de voir par la suite de la saison si c'est vraiment le déclin total. Mais c'est vrai que ça semble bien amorcé quand même. Mais oui, la victoire de Alaphilippe, moi je l'ai quand même trouvé impressionnant sur la Flèche. Sur Liège, oui, décevant par contre. Ok, mais du coup, je trouve que la victoire d'Alaphilippe peut amener à une deuxième question, qui serait est-ce que Alaphilippe peut être l'arbre qui cache la forêt concernant les Français en fait sur ces Ardennaises? Parce que malgré quelques bonnes surprises, les personnes qu'on attendait, typiquement Bardet, n'ont pas été aussi forts justement qu'on les attendait. Et il y a eu que du coup Alaphilippe qui gagne sa flèche habituelle, on va dire. Enfin déjà habituelle même si c'est la deuxième. Donc je sais pas ce que vous en pensez, Cyril. Ben oui, globalement, les Français ont déçu, globalement. Mais il faut quand même noter les bons résultats de trois jeunes. Les deux de la FDJ, c'est-à-dire Madouas et Gaudio aujourd'hui. Et ensuite, Cosnefroy qui fait une bonne impression. Aujourd'hui, il est dans un coup qui tente un coup intéressant, qui tente sa chance dans le final, enfin dans les 30 derniers kilomètres, on va dire. Et à la Flèche Wallonne, on le voit aussi, et c'est de placer Bardet, mais au final, au final, on sait pas trop ce qui se passe parce que les deux finissent ensemble, mais bon. Du coup, peut-être que Bardet a quelque peu déçu parce que j'avais cru comprendre qu'il visait que c'était un de ses objectifs de la saison, c'est classique. Et au final, on l'a pas vraiment vu en action, même s'il est dans les classements, il est pas loin, il est dans les 20 à chaque fois. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et après, en fait, c'est surtout au niveau des Conti. Les Conti n'ont pas existé. C'est à peine s'ils ont réussi à finir à avoir plus de un ou deux cours à l'arrivée. Donc, ça, c'était très décevant. Mais voilà. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je pense que Bertrand n'est pas trop d'accord, donc je vais lui laisser la main. Alors, Bertrand est mitigé, on va dire, parce que d'une part, on parle des Ardennaises, donc les Ardennaises ces dernières années, on avait quel Français faisait de bons résultats? À part Alaphilippe, il y avait en effet Bardet, il y avait Barguil, on sait pourquoi il n'est pas là cette année. Il y avait également Rudy Mollard sur la Flèche, où Liège était capable de faire des top 15, mais quel autre Français était performant? Il y avait Gaudu qui avait déjà donné des gages, mais quel autre Français était vraiment pouvait viser le top 10 des Ardennaises les saisons précédentes? Peut-être Villermoz, mais j'ai pas souvenir, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai pas souvenir d'un autre nom qui me vienne en tête. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un Valentin Madouas qui prend ses marques pour l'avenir, parce que on le voit tous venir gros comme une maison. Ça va être un vrai client les années prochaines, les années qui vont suivre.
Cosnefroy qui fait quand même une belle montée de la flèche. À l'expérience, je pense que ça va lui servir. Qui attaque à Liège. Il est quand même dans le groupe, dans un groupe assez costaud aussi. Bardet est un peu en deçà, mais et on a Godu aujourd'hui sur Liège qui fait un top 10 sur Liège. Donc les Français sont pas non plus totalement à la ramasse. Si vous rajoutez à la Philippe, on a des résultats probants. 10 ans auparavant, qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour avoir ce type de résultat-là? Donc non, je vous trouve un peu sévère par rapport aux Français. Il y a des belles promesses et on prend marque pour l'avenir. C'est vrai qu'on devient gourmand. Bah, c'est ça, en fait, je pense qu'il faut relativiser par rapport au potentiel aussi que nos Français ont, en fait. C'est sûr que quand tu regardes par rapport à il y a 10 ans, ça aurait été génial d'avoir ces résultats-là. Sauf que là, maintenant, on n'est pas il y a 10 ans, on est cette année-là, on est en 2019, et on a des coureurs qui sont très forts et qui sont parmi les favoris. Donc c'est pour ça je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus exigeant, Non, non, et que après, puis, les résultats sont pas mauvais, mais ne sont pas aussi bien on les attendait, je dirais. Mais du coup, bah, vas-y. pour moi, t'as une déception, c'est Bardet. C'est Bardet parce que très, très honnêtement, vous attendiez qui d'autre à part Bardet et à la Philippe pour Liège? Oui, mais c'est ça, Moi, on honnêtement, en avait deux et il y en a un qui a déçu. En voilà, fait, c'est ça mais que je dis, ça fait que un sur deux, quoi. d'accord. C'est pour ça que moi, c'est pas non plus, voilà, j'attendais pas de miracle de ces Ardennaises, d'autant plus que Bardet avait pas donné d'énormes gages suite à sa blessure. Voilà, je trouve qu'on a finalement, par rapport à ce qu'on pouvait attendre, on a eu quelque chose de pas si mal. Mais oui, c'est décevant pour Bardet. Ok, donc ouais, décevant pour Bardet, et par contre les jeunes, on n'en entendait pas grand-chose, donc plutôt bien. Tu partages cet avis, du Je coup, peux rajouter Raphaël? Ah, vas-y, Cyril. juste, il y a aussi parce que j'avais dit le fait que les contis n'ont pas existé. Il n'y a aucun coureur quasiment qui a fini la course, parmi les contis françaises qui étaient invités. Et ça, c'est quand même assez décevant, même si après, parmi eux, il n'y avait pas de coureur vraiment capable de briller, mais je sais pas, après, c'est un peu dans la continuité de la saison que Arkea et Vital Concept sont pas exceptionnels, mais Ah, c'est sûr que Arca, ça devient un running gag, là, cette année, hein. Moi, j'étais plutôt du style à défendre leur participation au Tour de France, mais là, maintenant, ils enchaînent déception sur déception. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner sur le Tour, mais pour l'instant, c'est pas très engageant. allez, et éventuellement, Calmejane aussi, je sais pas, on pourrait s'attendre à le voir un peu plus. Après, aujourd'hui, il a pris l'échappée matinale, mais c'est un genre de coureur qu'on peut éventuellement voir se battre pour être plus présent dans le final, à mon avis. Du coup, tu partages cet avis, Raphaël? Ah oui, oui, moi je trouve bon. Sur Liège, on a la Philippe qui a déçu, mais sur les deux autres, il nous a satisfait, donc c'est pas avoir une déception. Bardet, oui, c'est notre principale déception des Ardennes, surtout après l'Amstel où on l'avait vu à l'attaque. Et je me disais, ah bah il sera peut-être bien sur la flèche et Liège. Au final, non, il n'a pas été au niveau attendu. Mais les jeunes, Bardet, Madouas, Cosnefroy, ont été. Bardet. Godu, Madouas, Cosnefroy, pardon, ont répondu aux attentes. Godu, je le voyais plus répondre aux attentes sur la flèche que sur Liège. Au final, il m'a agréablement surpris tout à l'heure. Donc, vivement les prochaines années qu'on voit encore la progression des jeunes Français. Ouais, c'est vrai que Gaudu aujourd'hui a été très impressionnant, j'ai trouvé moi aussi, parce que c'était une course qui était vraiment pas facile. On a vu par exemple Madouas qui, pour moi, j'aurais pu penser que Liège allait lui convenir un petit peu, enfin pas autant que l'Amstel, mais allait pouvoir lui convenir. On a vu qu'il a été lâché assez vite, et donc Gaudu a vraiment été le seul leader, on va dire, de l'équipe, et il l'a très bien fait. Et comme tu l'as dit, on attendait plus sur la flèche où il avait déjà fait un bon résultat, mais là, non, vraiment très impressionnant. Donc c'est sûr que ça, c'est le gros côté positif, en tout cas pour moi, des Français, c'est vraiment cette performance de Gaudu, qui je pense est très intéressante pour la suite. D'ailleurs, la flèche de Godu en 2017, il fait une montée du mur de Huy qui est impressionnante parce qu'il attaque plusieurs fois, si je me souviens bien. Et il cale, il est obligé de se replacer plusieurs fois et finalement il fait quand même top 10, c'était vraiment impressionnant. Ça me fait un peu penser à ce qu'a fait Cosnefroy cette année. Il s'est un peu enflammé au pied et au final il s'est effondré sur la fin. Oui, c'est ça, je me rappelle de la montée de Gaudu, c'est qu'il est mal placé au début, un peu comme Cosnefroy, et du coup il fait un premier effort quasiment au pied pour se replacer dans les premiers. Et ensuite, quasiment juste après, au moment où il se replace, il a à peine le temps de se reposer qu'il y a quelqu'un qui attaque et du coup il doit suivre et finalement il arrive à être fort. Donc ouais,
Et là, cette année, Cosnefroy a fait à peu près pareil, un peu moins bien parce qu'il a complètement calé sur la fin. Mais voilà, donc c'était pas mal. Du coup, on va enchaîner et passer sur la doyenne, qui était une course un peu particulière, parce que bah, on a eu des conditions climatiques un peu différentes des deux autres, où il a fait plutôt beau. Là, il a plu. La course est plus longue, bah, c'est un monument, donc un peu plus longue. Et on a eu aussi également un nouveau parcours. Voilà. Mais tout ça, bah, ça n'a pas amené une surprise, parce que finalement, c'est Fuglsang qui, selon moi, était le plus fort de ces Ardennaises, et il fallait qu'il en gagne une. Il en a gagné une, donc c'est logique, on va dire. Et du coup, bah, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, par exemple, Raphaël? Bah oui, oui, sur la campagne ardennaise, Jakob Fuglsang est clairement le plus fort puisqu'il fait podium sur les trois. C'est quand même pas arrivé enfin, depuis 2-3 ans, je pense, qu'un coureur fasse podium sur les trois Ardennaises la même année. Sur l'Amstel, il était déjà le plus fort avec Ella Philippe. Il était même peut-être le plus fort tout court parce que on l'a vu à la fin. Au final, il bat quand même Ella Philippe au sprint. Il fait troisième et Ella Philippe fait 4. Sur la flèche, sur un effort qui lui convient pas vraiment, parce que bon, c'est quand même un effort de pur puncher. C'est pas la principale qualité de Fuglsang. Enfin, et au final, bah, à Liège, il a écrasé tout le monde. Il attaque. Il fait un démarrage dans la Roche au Faucon et il en remet une après sur la portion qui suit. Parce qu'il y a la petite descente, puis le faux plat montant avant que ça remonte, et c'est là qu'il fait craquer Formolo et Woods. Puis ensuite, il finit tout seul. Il met 30 secondes au deuxième, il met 1 minute au groupe derrière. Donc, voilà, il était vraiment au-dessus du lot. Pour moi, il y avait personne à son niveau sur cette campagne ardennaise. Simplement. Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est pas sa première attaque dans la Roche au Faucon, c'est plus sa relance dans le faux plat qui était vraiment, genre, qui avait l'air vraiment létal qui avait l'air vraiment de couper les jambes de Formolo et Woods, qui avait l'air limite de faire du surplace. Donc ouais, c'était une très grosse performance. Cyril, tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, c'était une très grosse performance, et surtout que pendant la course, je me disais que c'était étonnant qu'il tente pas d'essorer l'adversité, d'essayer de se débarrasser des Matthews, etc. plus tôt. Et au final, il a fait all-in sur la Roche au Faucon et ça a payé. Il était vraiment très fort et il a fait exploser tout derrière. Donc, ouais. Je m'attendais pas parce que je me dis, la Roche au Faucon, ça serait pas assez long pour faire des écarts avec la configuration de course. Il restait quand même une cinquantaine de coureurs dans le peloton au pied. Et au final, non, il l'a fait. Après, il avait l'équipe très costaud avec lui. Donc, voilà, il a fait la course parfaite. Une attaque, et la victoire. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter par rapport à Fuglsang. Viré, ce que t'as pointé juste avant, Cyril, euh, bah, c'est simplement qu'il avait une équipe aussi monstrueuse et qu'il l'a amené parfaitement au pied. Et après, il y allait au forceps. Et voilà, c'est clairement le plus fort de ces Ardennaises. Et il fait un début de saison absolument monstrueux. Je suis par contre curieux de savoir comment il va enchaîner en tant que coureur qui va jouer le général. Pour savoir à quel point c'est devenu un monstre ou pas. Là, je pense qu'il va faire une grosse coupure jusqu'au critérium et après, bah, il a le temps de faire une nouvelle préparation. Après, on va voir ce que ça va donner, clairement. Sinon, j'aurais une deuxième question sur Liège, c'est la tactique de Deceuninck, parce que bah, on a vu que Alaphilippe n'était pas dans son meilleur jour, et pourtant, les Deceuninck ont vraiment durci la course bah, à partir de très tôt dans la course, justement. Est-ce que ça va pas justement un peu tuer les jambes d'Alaphilippe qui étaient déjà pas parfaites? Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis. Ils avaient quand même de belles cartes. Outre Alaphilippe, t'avais aussi Gilbert qui quand même pouvait être une carte intéressante, voire Henrik Mats. Pourquoi ils ont couru? Bah, j'imagine peut-être qu'ils avaient eu des garanties sur le moment, soit que Gilbert, soit qu'Alaphilippe soit bien. Mais après, là, je peux pas dire. Après coup, oui, tu peux te dire en effet qu'ils ont usé Alaphilippe, mais ça se trouve Alaphilippe sur le moment était très bien et c'est lui qui a demandé à l'équipe de rouler comme ça. Donc là, sans le savoir, si tu veux, c'est compliqué de tenir un propos très pertinent. D'accord. Bah, du coup, toi, Cyril, tu penses pas que Alaphilippe l'avait senti que ses jambes étaient un peu moins bonnes aujourd'hui? En plus, je crois qu'on a vu un tweet passer disant que
au bout d'un certain nombre de kilomètres, il a dit à Fuglsang qu'il espérait que c'était lui qui allait le voir gagner parce qu'il sentait que ses jambes étaient pas bonnes. Ça, on peut aussi dire que c'est du bluff, mais enfin, je sais pas. Mais après, non, ouais, je sais pas, ils ont pris la course enfin, ils ont roulé quasiment tout le long, et peut-être un peu trop. Mais du coup, ils étaient en sous-nombre dans le final, et Alaphilippe a peut-être dû faire plus d'efforts, mais après, je sais pas, c'est difficile à dire en fait. Et Raphaël, du coup, toi, tu penses que c'était vraiment une erreur ou finalement, bah, juste ils pouvaient pas, enfin, De Knack ne pouvait pas vraiment le savoir et du coup, bah, ils ont joué leur carte et ils ont perdu. Vous pouvez pas savoir que la Philippe serait pas bien. Ça, bon. En soi, nous-mêmes, en fait, on peut pas se prononcer vu qu'on sait pas comment ça s'est passé entre la Philippe et l'équipe de Koenig. Mais même sur les qualités intrinsèques d'Alaphilippe et celles de Fuglsang, qui était quand même pressenti comme son rival numéro un, je trouve que c'était pas bien joué parce que la configuration de course, pour moi, la Deceuninck devait attendre les dernières bosses, justement, parce qu'Alaphilippe, c'est vraiment le pur puncher qui n'a besoin que d'une bosse pour faire la différence. Tandis qu'Astana avait tout intérêt à ce que la course soit durcie, et que, parce qu'en plus Astana avait l'équipe pour que Fuglsang, justement, sur la fin, soit vraiment très très fort. Et au final, bah, la Deceuninck, pour moi, elle a fait le travail d'Astana. Elle a fait le jeu d'Astana en durcissant la course. Et derrière, en plus, Astana, du coup, en n'ayant pas tant travaillé, avait plein de coureurs pour soutenir Fuglsang dans le final. Donc, on voit, oui, l'équipe de Koenig a vraiment fait le jeu d'Astana et de Fuglsang. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est que, bah, en fait, quand tu regardes les qualités de Fuglsang et tu regardes les qualités d'Alaphilippe, c'était à la Astana de faire le travail, en tout cas de Sap, d'être dans les 100 derniers kilomètres. Et c'était plutôt à la Quick-Step, enfin à la De Koenig de prendre la course en main plus tard et de mettre des gros coups d'accélérateur parce que ça convient mieux à la Philippe. Finalement, ils l'ont pas fait, bah, ils ont perdu. Après, c'est sûr que là, on est en train de parler d'une course qui est finie et du coup, bah, on parle a posteriori. Mais je pense que même sur le coup, quand je regardais, moi, je me disais qu'il y avait. Enfin, je me demandais pourquoi ils continuaient à rouler alors qu'ils avaient commencé à avoir plus personne et que les autres équipes en avaient encore un certain nombre. Du coup, bah, encore un autre petit débat qui est sur cette fois le changement de parcours, parce qu'on a vu que cette fois le parcours était complètement différent, il n'y a plus la côte d'Anse, maintenant le juge de paix c'est la Roche au Faucon. Euh, Est-ce que le parcours vous a satisfait ou faut-il encore attendre et juste attendre, bah, laisser le temps passer et voir sur plusieurs épreuves. Bertrand? Alors, moi, le parcours m'a convaincu d'une chose, c'est que ce sont les coureurs qui font la course. Parce que ça m'a quand même, sur pas mal de kilomètres, rappelé les éditions précédentes. Quand on voit la montée de la Redoute, bon, on désespère un petit peu que ça redevienne une côte où il se passe véritablement quelque chose. Donc, moi, j'avoue que j'attendais un petit peu plus de cette course. Néanmoins, je pense que le parcours était pas si mal que ça, parce que finalement, il est pas si déconnant par rapport à ce qu'on a fait sur l'Amstel. Donc, je suis un plus déçu par le manque, on va dire, par l'apathie de certains leaders de montagne qui, comme le disait Gilbert cette semaine, passent sans doute plus de temps à compter les watts qu'à imaginer des stratégies et des tactiques. Donc je suis un peu déçu par ça. Maintenant, est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce que c'est mieux que la Côte d'Anse? De toute façon, pour moi, c'est forcément mieux que la Côte d'Anse. Maintenant, au final, on a un beau vainqueur aussi. Donc quelque part, c'est aussi moi qui n'ai pas une passion, je le reconnais, pour cette course. Donc je suis pas totalement objectif quand j'en parle à ce niveau-là. Ok, Cyril, toi plutôt pour un changement et pour ce nouveau parcours ou contre du Ah coup? oui, carrément, a priori, avant la course, j'étais satisfait du changement de parcours. Et après la course, enfin, pendant la course, c'est qu'au bout d'un moment, on commençait à trembler, on s'est dit, bon, ça va pas finir en sprint comme d'habitude et tout. Mais de l'autre côté, je me disais, mais si ça finit en sprint, ça sera bien fait pour la tête de ceux qui sont pas censés attendre le sprint. Et bon, bah, après, au final, bon, Fulgolsang était très fort, donc il a réglé le problème à lui tout seul, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui auraient pu faire plus pour éviter ce scénario. Mais comme dit Bertrand, c'est au coureur de faire la course. Et quand il y a un coup qui part à Nibali avec deux équipiers ils veulent pas rouler, c'est leur problème. Et après au sprint, Nibali il aurait pas gagné quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est au coureur de faire la course.
Oui, on peut toujours dire que c'est les coureurs qui font la course. Après, je pense qu'on peut quand même proposer un parcours qui les encourage à bouger. Alors là, c'est sûr que c'est forcément mieux que l'arrivée au sommet de la Côte d'Anse, qui était ignoble, qui se résumait toujours quasiment à un sprint dans le dernier kilomètre. Allez, il y avait quelques attaques dans Saint-Nicolas. Mais là, oui, c'est beaucoup mieux, avec ce final Redoute-Forges-Rochefaucon, puisque je trouve quand même que cette édition a été plus belle que les précédentes. Après, je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer. Je pense que si on veut vraiment remettre la Redoute en juge de paix, comme ASO veut faire, il faut absolument enlever la Roche au Faucon. Parce que c'est quand même une côte très dure et aussi proche de l'arrivée. Je pense que les coureurs l'attendront à chaque fois. Peut-être aussi le col du Maquisard. Il y a beaucoup de transitions avec des grosses routes entre le col du Rosier et le col du Maquisard. Peut-être changer cet endroit-là, je sais pas, en prenant la côte de la Véquée ou en prenant le mur de... Ouais, non. Je sais pas trop comment changer à cet endroit-là, mais il y a peut-être aussi moyen de changer cet endroit. Ouais, chercher les petites routes, c'est vrai que c'est pas mal. C'est ce qui fait le côté intéressant du final de l'Amstel, du nouveau final, c'est les petites routes qui tournicotent. C'est difficile de s'organiser en peloton. C'est ce qui manque un peu dans cette phase de course sur Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai qu'on a des plutôt grandes routes quand même sur Liège. Mais pour revenir à ce que tu as dit, Raphaël, tu voudrais genre complètement juste supprimer la Roche au Faucon, mais tu remplacerais pas rien. Donc c'est-à-dire que la dernière côte serait à peu près à 25 km de l'arrivée, ou plutôt en mettre une Ouais. autre plus simple, mais Non, dans les 25 derniers kilomètres. je pense qu'on peut remplacer par rien et mettre en fait le final qui est historique de Liège-Bastogne-Liège, parce que le final historique, bon, ça commence à être vieux quand même, on n'a plus vu ça depuis très longtemps, mais le final historique, c'est Redoute, Sprimont et Côte des Forges. Après, en enlevant la Roche au Faucon, je pense qu'on enlève aussi des kilomètres entre la Côte des Forges et l'arrivée. Mais moi, un final comme ça, je demande à voir, franchement. Je pense que ça peut être très intéressant. Ok, donc, donc en général, enfin, si je résume bien, c'est plutôt positif. Enfin, le changement est forcément bien, puisque la Côte d'Or c'était nul, mais il y a encore des améliorations à faire. Donc, ok, ça peut, en gros, ça va dans le bon sens, mais c'est pas encore fini. C'est plutôt bien. Pour finir, je vous avais demandé, chacun d'entre vous, de vous donner une satisfaction ou une déception en tant que coureur sur ces Ardennaises. Du coup, on va commencer par une première déception. Cyril, vas-y. On a déjà commencé à en parler quelque peu, c'est Alejandro Valverde. Parce que bon, c'est quand même le champion du monde, le porteur du champion du monde. C'est le meilleur coureur sur les Ardennaises ces 10 dernières années. Donc même si on sait qu'il commence à vieillir, l'an dernier il a fait une très bonne saison et du coup on l'attendait un peu mieux que ce qu'il a fait là. Et aujourd'hui l'image de le voir mettre pied à terre au moment de la prise d'antenne, ça fait bizarre quand même parce que il a pas chuté ni rien, c'est juste qu'il a mis pied à terre parce qu'il était pas bien. Il se sentait pas dans un grand jour. Alors ça pose question quant à la suite de la saison. Est-ce que ça arrivait parce que il était en forme trop tôt, dû à sa préparation pour être performant sur le Tour des Flandres? Ou alors c'est tout simplement que c'est le poids des années qui les rattrape et ben ça voudrait dire que ça serait la fin peut-être. Après on verra comment il articule la suite de sa saison, mais ouais, c'est un peu la question que je me pose. Ok, mais après, pour sa défense, apparemment, il avait été piqué par une guêpe sur la flèche, et c'est ce qui l'a un peu empêché de bien performer sur Liège et un peu la flèche. Donc je sais pas si enfin, si ça suffit à lui donner raison, enfin, à lui pardonner ses Ardennaises, mais au moins c'est une petite raison qui prouve un peu sa contre-performance. Bertrand, t'es plutôt d'accord ou... Bah, par rapport, je rebondis sur ce que tu viens de dire, t'as l'abeille, c'est la flèche wallonne, mais après, a priori, il aurait chuté dans la semaine et il aurait un problème au coccyx. C'est la version, j'ai vu ça dans les médias là. C'est la version récente. Après, j'ai envie de dire ok, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Amstel dans ce cas-là? Ça fait quand même sur les trois, à chaque fois, il était à la rue sur les trois, enfin à la rue. Il était loin de son niveau habituel sur les trois courses qui l'ont fait roi. Donc,
Est-ce que ce sont de vraies excuses ou des excuses qui veulent masquer justement les véritables raisons qui sont toutes bêtes, qu'il est que simplement il vieillit, hein, et qu'à un moment, bah, forcément, il faut qu'il décline. L'avenir, comme tu le disais, va nous le dire. Je, je suis, je suis pas très optimiste pour lui. Ok, ok. Et ouais, c'est vrai qu'on comprend, hein, parce qu'à 39 ans, ça commence à. Enfin, le poids des années commence à être vraiment de plus en plus lourd, donc c'est un peu normal de s'inquiéter, on va dire, pour lui. Raphaël aussi, tu t'inquiètes pour son avenir tu penses qu'il a, enfin, il a plus trop d'avenir en tant que leader? Bah, ça restera quand même, je pense, pour ces dernières années de carrière chez Movistar, un coureur protégé. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il fasse l'équipier dans ses dernières années de carrière. Mais je pense, oui, on le verra un peu moins, mais il faut pas non plus se dire que parce qu'il a raté cette campagne ardennaise, même si c'est décevant, je pense pas que sa fin de carrière sera totalement anonyme. Ah, il a quand même montré sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres, qu'il était encore capable d'être là dans les grands moments. Et on verra sur le Giro ce qu'il fait, même si, bon, le Giro, c'est pas l'épreuve où je l'attends le plus. C'est pas forcément un coureur très à l'aise dans les cols de haute altitude. C'est surtout sur la Vuelta en fin de saison où je pense qu'il sera capable de répondre présent. Ok, ok. Du Même coup. si Ah, pardon. Vas-y. il est clairement sur la pente descendante. Oui, ça, on est tous d'accord pour le dire. En même temps, c'est l'âge, quoi. Il a 39 ans. En plus, il a commencé très tôt ses classiques et par Milan-San Remo, donc ça paraît logique. On va partir maintenant sur une satisfaction. Je crois que Bertrand en a une, donc je te laisse expliquer un peu. Alors, oui, moi j'en ai une parce que je l'attendais pas forcément, et puis quand même agréable surprise. Donc, on a eu pour les Pays-Bas, on a eu Van der Poel, et pour nos amis belges, on a, et je vais écorcher son nom, donc je m'en excuse tout de suite, Björg Lambrecht. Vous me dites si je me plante sur la prononciation, mais Je dirais Lambrert, mais bon, c'est dans l'idée. voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont assez à cheval là-dessus, donc je m'en excuse auprès d'eux. Mais voilà, quand même, cinquième de la Flèche Brabançonne, sixième de l'Amstel, quatrième de la Flèche Wallonne. Lui, je l'avais pas vu venir. Alors, bien entendu, on savait quand même que c'était un coureur avec un véritable potentiel, quand on se rappelait notamment son Tour de l'Avenir de 2017. Mais voilà, je pensais, c'est pas un nom qui me serait venu en début de saison quand il fallait évoquer les Ardennaises, et je pense, bah, du coup, qu'à 22 ans, c'est extrêmement prometteur aussi. Donc, lui, j'attends de le voir dans les années qui suivent, et même là dans les prochaines courses. Il a fait d'ailleurs un Tour du Pays Basque pas dégueulasse non plus, hein, donc non, non, c'est une agréable découverte, lui. Franchement, Lambert, voilà, hein, on l'attendait pas à ce niveau-là, il faut le dire, et il a été impressionnant parce que sur l'Amstel surtout, parce qu'à son âge, tenir une course de 270 km comme ça, qui a quand même été assez intense, c'est très fort. Et Cyril, quelque chose à ajouter sur le jeune Belge? Oui, pareil, parce que même aujourd'hui, il est hors du top 10, mais c'est parce il a tenté d'anticiper, il a été le plus actif de son coup, alors ouais, il a été consistant sur les trois classiques, et c'est à voir dans le futur comment il évolue, mais voilà, bon coureur. Ouais, bah, je suis Et d'accord son avec vous. physique de sauterelle, par contre. Oui, c'est ça, figue de sauterelle, hein, ça c'est sûr. Il est très fin, très, très, très léger. Mais c'est la raison pour laquelle il avait attaqué dans la flèche. Et ce qu'il disait, c'est que il avait attaqué sur le premier passage sur le mur parce qu'il avait envie d'anticiper et de ne pas se faire avoir en essayant de se replacer. Et finalement, ça a marché puisqu'il a fini quatrième. Donc, comme quoi c'est plutôt bien. Ensuite, donc on va passer à une deuxième déception qui est un peu à mettre en relation. Enfin, pour moi, les deux se jouaient un peu il y a quelques années, la victoire sur la flèche, sur Liège, et maintenant, bah, les deux ont raté leur classique. C'est Dan Martin et c'est Raphaël qui va en parler. Bah oui, Dan Martin, on est obligé d'être déçu, puisqu'il nous a habitués quand même quasiment tous les ans à être fort sur ses classiques. Quoique l'an dernier déjà, il me semble qu'il n'avait pas fait une campagne ardennaise incroyable. Mais bon, euh, sur le mur de vie, clairement, je l'attendais, par exemple, à la place de Ulissi. Surtout qu'il avait quand même fait deuxième du Tour du Pays Basque juste avant, donc ça montrait sa bonne condition.
Conclusion, sur la Flèche Wallonne, il est invisible et il abandonne au final. Et même chose à Liège. Alors qu'il y a 2 ans, il fait deuxième de la Flèche et deuxième de Liège. Donc oui, grosse déception d'Anne Martin. Après, j'ai entendu dire qu'il était malade cette semaine, donc ça expliquerait peut-être ses résultats extrêmement décevants. Puisque oui, sinon je vois pas d'autre explication, vu qu'il fait deuxième du Tour du Pays Basque jusqu'avant, qu'elle par excellence la préparation pour les Ardennaises. Donc j'espère que s'il était effectivement malade, il s'en remettra bien en vue du Tour de France, où je pense qu'il peut quand même accrocher un top 10, voire un top 5. Ok. Moi, je pense aussi qu'il a envie justement de bien performer sur les classements généraux et que ça a peut-être un peu amputé son punch et ce qu'il avait. Et ça, en plus de la maladie, je pense que ça l'a vraiment achevé et qu'il était au fond cette semaine. Cyril, t'en penses quoi? Dan Martin, bon, pas grand-chose, c'est que c'est pareil, c'est un mec qui est en déclin quelque peu. Et après, c'est pas non plus le plus chanceux des coureurs, donc ouais, non, je sais pas trop quoi dire sur Dan Martin. Je sais pas, je le voyais arriver que. C'est presque logique en fait pour toi. Ouais, il est sur une pente descendante globale et après, c'est vrai que c'est un peu violent, mais oui, voilà, c'est logique. Ok, Bertrand, pour toi, c'est un peu logique ou ça reste quand même un peu une surprise? Bah, pour moi, c'est logique parce d'une part, il a quitté Quickstep et d'autre part, il est allé à l'UEAE. Et généralement, quand tu es leader de classement généraux et que tu vas chez UAE, ça se passe pas bien. Donc voilà, hein, il subit un petit peu cette malédiction. Non, moi je suis pas aussi affirmatif. Dire qu'il est sur le déclin, j'en sais rien. L'année dernière, il a fait 8e du Tour de France. C'est pas dégueulasse non plus. Donc non, je peux pas dire. Par contre, en effet, sur les Ardennaises, de facto, depuis qu'il a quitté Quickstep, c'est plus ça. C'est de très mauvais résultats qui sont vraiment loin des standings auxquels il nous avait habitués. Mais il a fait, attends, quand même en 2019, si je dis pas de bêtises, il a fait quand même il avait fait un bon tour du Pays Basque aussi. Il faut pas l'enterrer, hein. Il Oui, fait Je deuxième. viens de percuter, il fait, voilà, c'est ce que je suis allé regarder les résultats. Là, il a fait quand même deuxième. Donc, pour un coureur sur le déclin, c'est pas si dégueulasse. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être sur le déclin comme ça. Non, la préparation du coup était sans doute pas mauvaise. Donc, maladie, possible, possible. Ça peut être une explication. De toute façon, on verra bien sur le critérium et sur le Tour de France si oui ou non il y a en effet un déclin. Après, Mais je suis plutôt optimiste, moi, hein. ouais, mais quand je parlais de déclin, c'était principalement sur les classiques et pas trop sur les grands tours où j'ai l'impression justement qu'il veut s'orienter plus et du coup je pense que il va pas décliner sur les grands tours mais plus sur les classiques où il va perdre un peu de son punch. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Du coup, je vais parler vite fait d'une satisfaction que moi j'ai eue qui est la Bora qui vraiment a été l'équipe quasi, voilà, l'équipe avec la Sana aussi, l'équipe la plus forte en fait, la plus forte de ces Ardennaises, avec toujours un mec dans le top 5 minimum puisqu'il y a eu Charman qui a fait top 5 sur chacune des épreuves. Et on a eu la surprise Formolo aujourd'hui. On a eu Conrad qui fait une bonne place. Enfin, on a vraiment une équipe homogène et que j'ai trouvé vraiment très intéressante et qui peut donner des bonnes choses avec des courses de mouvement. Donc c'est plutôt bien. Euh, du coup, Raphaël, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord, hein, la Bora fait une grosse campagne ardennaise, même s'ils ont traîné un peu comme un boulet Peter Sagan sur les 2 premières. Oui, Sharman, dans la lignée de son Tour du Pays Basque impressionnant, fait une superbe campagne ardennaise en terminant dans le top 5 des 3. Énorme performance de Formolo tout à l'heure. Et Conrad qui a pris quelques coups. On peut peut-être regretter l'absence de Rafa Maïka sur Liège parce que il avait quand même réalisé de bonnes performances sur cette classique-là ces dernières années. Je me souviens de plusieurs fois où il termine dans le top 10. Mais globalement, oui, campagne très réussie de l'équipe Bora. Après, sur Liège, ils sont déjà 4 dans les 20, voire même 4 dans les 15. Enfin, Ouais, avec Benedetti aussi, c'est vrai qu'il fait une belle performance. ouais, c'est. Enfin, c'est. Ouais, Makela encore McCarthy. très loin dans la course.
Ouais, non, c'est franchement, malgré ce que enfin, malgré comme tu as dit, la présence de Sagan sur les deux premières épreuves, en fait, elle a été complètement effacée, cette absence du coup de Sagan, pas la présence. Elle a été complètement effacée par tout le reste en fait. Ouais, non, pas grand-chose à rajouter, à part que Sharman, c'est un des mecs très costauds de ce début de saison, là, il a fait un mois complet, mais monstrueux entre le Catalogne, Pays Basque et ces Ardennaises, j'aurais pas ce niveau. Donc là, on va complètement changer et on va parler du Tour des Alpes, du coup qui a été remporté par Pavel Sivakov devant son coéquipier Tao Geoghegan Hart. Donc ça reste, ça fait une première victoire professionnelle pour Pavel Sivakov, donc c'est très encourageant pour la suite. Et ce qu'on a surtout vu, c'est les jeunes de la Sky, qui étaient normalement censés être les grégarios de Chris Froome, performer. On les a vus, ils ont fait 1 et 2, quoi, donc c'est quand même plutôt bien pour le futur de la Sky, enfin, la, du- pour le futur de la Sky qui semble radieux. Raphaël. C'est sûr que là, ils ont fait la bonne pioche chez les jeunes. Entre donc Tao qui, depuis quelques années maintenant progresse de manière assez linéaire et là, voilà, deuxième du Tour des Alpes, il est au niveau de garçons comme Nibali et Maika, même si peut-être on peut imaginer que ceux-là seront mieux sur le Giro. Et Bernal aussi qui s'entraîne pour le Giro actuellement. Il a fait un entraînement, on l'a vu, qui est très intensif puisqu'il a fait 3000 km et plus de 50 000 mètres de positif sur le dernier mois. C'est impressionnant. Et enfin Sivakov qui gagne ce Tour des Alpes en gagnant une étape. Là, clairement, la Sky a trois jeunes très très talentueux qui feront son avenir sur les grands tours, sans oublier Ivan Sosa, l'autre recrue colombienne. Je pense que oui, la Sky sur les grands tours a un avenir radieux devant elle et c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, oui, après, c'est pas forcément Sikakov et Sivakov et Guggenhardt que je vois vraiment briller, c'est surtout Bernal, qui lui se repose tranquillement et va arriver, à mon avis, en très grande forme sur le Giro et va avoir ces deux-là en équipier. Ça me fait rire de le dire parce qu'en fait, comme- on va sortir de la domination Astana et de Koenig pour retrouver celle de Sky, à mon avis, sur les grands tours, comme chaque saison. Donc, ouais, c'est attendu, mais bon. Bon, après, sur le Giro, ça va parce qu'on a l'avantage que Bernal, même s'il est très fort, il perdra sûrement du temps dans les contre-la-montre sur Roglic et Dumoulin. Oui, oui. On espère en tout cas qu'il en perdra suffisamment pour que ça Oui, fasse alors le là, spectacle. attention, c'est même pas sûr. C'est ça, vu le niveau qu'il a en contre-la-montre aussi, il va en Après, perdre, dans Roglic, mais c'est du Moulin. il va en Ouais, perdre, mais pas pas beaucoup. énormément, quoi. Genre, ce sera pas, je pense, celui qui va en perdre le plus, quoi. Après, quand on voit ses duels en montagne l'année dernière avec Roglic, il le distançait jamais, donc on peut aussi espérer que Bernal soit pas tant au-dessus que ça en montagne. C'est pas absolument sûr non plus. Oui, c'est On verra. après, il faudra le réussir. Normalement, en tout cas, on peut penser que Bernal est meilleur en montagne que Roglic, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils sont affrontés, les écarts n'étaient pas là. Donc, peut-être en effet, comme tu dis, il va avoir du mal à encore une fois à le distancer en montagne, et que Roglic va en profiter, ou du Moulin. Bertrand, l'avenir de la Sky, toi, pareil, ça te fait plutôt pas peur pour eux. Ah bah non, pas peur pour eux, peur pour le spectacle par contre. Parce que quand on est sur les grands tours, bon, le Giro c'était un peu moins le cas l'année précédente, mais là ils ont tout à fait les moyens d'avoir sur deux grands tours un rouleau compresseur énorme et j'ai très peur de ça parce que quand on voit le niveau de Sivakov et Tao Geoghegan c'est juste incroyable quoi. Tu rajoutes Sosa, tu rajoutes Bernal, enfin et tu te dis que t'as pas Froome, t'as pas Thomas dedans donc voilà, donc écoute, tant mieux pour Sky. J'espère tant mieux pour nous. J'espère qu'ils vont faire le spectacle. Donc Après, c'est après ça. tout, C'est là je suis en Bernal. train d'anticiper quelque chose qui ne va peut-être pas arriver. Donc s'il faut râler, je vais d'abord attendre d'avoir des raisons de râler. Ouais, Espérons qu'Evenpool continue sa progression et puisse mettre 3 minutes à Bernal sur les chronos, quoi. oui, Comme c'est ça, parce ça, qu'il y a quand même la relève ailleurs aussi. Il y a quand même Pogacar qui est très impressionnant, Pogacar, là. ouais. Ouh là là. Il y a Remco Evenepoel, enfin, même Lambert, même si pour l'instant sur les grands tours c'est pas du tout ça. Euh, Godu qui pourrait faire quelque chose. Enfin, on a encore.
y aura de l'adversité normalement. Donc tout n'est pas perdu, le spectacle peut être là, surtout que Bernal, pour l'instant, ça n'a pas été le plus attentiste de tous les coureurs. Donc ça va. Franchement, en termes de spectacle, je pense on a encore de quoi voir, mais peut-être que le Giro va me faire mentir et que finalement, la Sky va cadenasser comme à son habitude. On va Avec bien ce voir. beau parcours bien ignoble en plus. Oui, en parlant du Giro, maintenant, on va faire un petit débat sur savoir quelle préparation avoir pour le Giro. Moi, j'ai compté à peu près trois types de préparation, qui est, bon, le Tour des Alpes, on vient d'en parler, que Nibali a fait et les équipiers de la Sky ont fait aussi. On a également le Tour de Romandie, qui arrive dès demain, ou enfin dès en tout cas mardi, et qui normalement est normalement la préparation habituelle, on va dire, du Giro. Et on a également de rien faire des deux, de faire une grosse pause et de s'entraîner en montagne. Donc je pense que, enfin, c'est celle que la plupart des coureurs ont choisi. Donc qu'est-ce que vous pensez, genre Cyril, tu penses que c'est laquelle la meilleure? La meilleure, je sais pas, on verra qui c'est qui gagne, mais les grands favoris ont choisi de ne pas courir quasiment avant d'aborder le Giro. À part Dumoulin que je cours aujourd'hui, il y a quasiment aucun des 5 favoris que j'ai sortis de l'eau n'auront couru du mois, c'est-à-dire ils n'auront couru du coup pendant 6 semaines jusqu'au départ. Bernal, il y a qui en favori? Roglic. Roglic va courir quand même en Romandie, c'est le Non, seul. on a Roglic et Nibali qui courent. Donc on a Roglic qui choisit de faire la Romandie et Nibali qui a choisi de faire le Tour des Alpes. Voilà, Nibali c'est celui qui a choisi de courir. Mais Roglic a aussi, mais après le reste, les Colombiens ils courent pas. Et voilà, ils Ouais, rentrent en Dumoulin, Colombie. Yates. Yates n'a pas couru non plus, oui. Après, Ouais, par exemple, Nibali, il fait le Tour des Alpes et il a l'habitude de faire comme ça pour préparer le Giro, puisque les deux Giro qu'il gagne en 2013 et 2016, il fait le Tour du 31 avant. Et on sait que Oui. Nibali, c'est quand même un mec qui sait se préparer. Après, je pense que ça dépend vraiment des coureurs. Il n'y a pas une préparation qui est meilleure que les autres. Le Tour de Romandie, à mon avis, ça sera. Il y a peu de enfin, c'est pas un très grand plateau, c'est pas un très grand parcours, ça va pas être très passionnant. Et à mon avis, Roglic va écraser tout le monde et arriver en avant. surtout avec les deux Bon. chronos, je pense que ouais, c'est clairement pour Roglic. Et du coup, Ouais, et puis en plus, Jumbo, ils alignent à la fois Roglic et Kreuzberg, donc ça va être costaud, quoi. Ouais, il y a Geraint Thomas, quand même. voilà, ça, il y a Après, il y a deux, trois coureurs, il y a Bourman, il y a Thomas, mais ça reste quand même principalement normalement pour Roglic. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'on peut résumer, c'est qu'il y a Tour des Alpes et Romandie sont moins pris ces derniers temps, et que là maintenant c'est la mode aux stages en altitude, que du coup la plupart des leaders vont préférer justement faire des stages et arriver avec le plus de fraîcheur possible avant un grand tour, ce qui peut se comprendre. Pour finir, je vais passer sur quelques news en vrac et vous allez me dire si vous voulez réagir par rapport à ça. Euh, Première news qui est le Trobro-Léon et le Tour du Finistère, qui sont gagnés par Van Dramé et Julien Simon, si je dis pas de bêtises. Julien Simon, oui, Tour du Finistère. Ok, j'étais plus sûr. Du coup, quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Ok, Pas particulièrement. s'il y a rien à dire, il n'y a pas de souci. Petite news un peu insolite, on va dire, c'est le retour du Panini Tour de France. J'ai vu que sur le forum, il y en avait certains qui réagissaient par rapport à ça. Est-ce que vous, ça vous fait envie? Oui, non, si vous avez rien à dire, ne dites rien. C'est des réminiscences de ma jeunesse, mais ça coûte cher. C'est un budget. Ouais, c'est pas donné. Donc je trouve, voilà, j'ai pas encore pesé le pour et le contre, mais c'est sympa. De toute façon, blague à part, de façon plus générale, je trouve que c'est sympa parce que ça fait parler de vélo, ça va pousser aussi les jeunes à s'y intéresser plus. Donc je trouve, d'un point de vue pour le sport en lui-même, je trouve la démarche intéressante. Ouais, je suis d'accord. Pour le sport cycliste, c'est plutôt pas mal. Après, moi, par exemple, personnellement, je pense que je m'en fiche un peu des Panini Tour de France. Ok, donc ouais, plutôt bien pour promouvoir le cyclisme, mais peut-être un peu cher quand même si on veut faire vraiment la collection entière,
5 euros pour 5 stickers, ça fait 1 euro pour 5 stickers, ça fait un peu cher quoi. Dernière news qui parle du tour, c'est qu'on a des nouvelles bonifs sur le tour, sur certains cols. On a des bonifs du coup en termes de temps. Est-ce que ça y aura un changement pour vous ou en fait ça sera juste les échappés qui vont les prendre et en fait on en a rien à faire? Quelque chose à dire? Ouais, c'est un peu un bricolage pour moi, je pense. Ouais, pas trop Ouais, d'intérêt, c'est franchement, ça? Ça va peut-être ça ne jouer sur change la pas première grand-chose. étape de montagne, mais première étape de montagne, s'il y a des écarts assez sérieux, peut-être que quelqu'un va le tenter, mais sinon, Bah, ça va pas faire attaquer un mec à 80 bornes de l'arrivée, quoi. Le mec, oui, quand il là. attaque à 80 bornes de l'arrivée, il veut pas prendre 5 secondes de bonus, il veut prendre 3 minutes. Oui, c'est ça, les bonifs Exactement. sont un peu risibles par rapport au risque pris en fait. C'est c'est ce qui me paraît ressortir en tout cas de la vie générale. Du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire avec un gros morceau sur les Ardennaises. Si vous avez un dernier mot ou envie de revenir sur quelque chose, c'est maintenant. Cyril, vas-y, ton dernier mot. Un dernier mot, ben, vivement le Giro, je suppose, parce que là, bon, ça n'annonce pas passionnant le Tour de Romandie, alors vivement le Giro et vive le cyclisme. Ouais, vivement le Giro parce que là, je pense que ça annonce du lourd. Raphaël, voilà, une dernière chose à dire. Eh bien, vu que Siro a déjà dit vivement le Giro, je vais dire vivement le Tour de Californie. Alors je vais être un peu moins d'accord sur ça, mais quand même, je te laisse quand même ton dernier mot et du coup Bertrand pour clôturer. Bah, moi, je vais pas parler du futur, je vais plutôt parler du passé. Je dis, on a quand même vécu une campagne des classiques assez formidable en termes d'intérêt. Donc, j'espère, je croise les doigts pour que la suite de la saison soit à la hauteur. Ça va être compliqué. On sait que les classements généraux, c'est quand même généralement moins trépidant. Mais déjà, rien que ça, on a quand même bien profité du vélo pendant 2 mois et c'était vraiment une très très belle période pour le cyclisme. Donc, je suis très content de l'avoir vécu. C'est sur ces sages paroles qu'on va vous laisser. Salut à tous, à la prochaine.